Yard. 8h16 sur Europe 1, on retrouve Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sonia Mabrouk. En septembre 2020, Magali Blandin, mère de 4 enfants, porte plainte pour violence conjugale. La plainte est classée sans suite. En mars 2021, son mari reconnaît l'avoir tuée à coups de batte de baseball. Y a-t-il eu, Madame la ministre, un terrible dysfonctionnement ? C'est un drame d'une barbarie sans nom. Je ne sais même pas l'expliquer. Je ne sais pas comment le père de 4 enfants peut tuer sa femme, son ex-femme, à coups de batte de baseball. Et cette barbarie ne s'explique pas. Je ne parlerai certainement pas de dysfonctionnement tant que nous n'aurons pas compris ce qui s'est passé derrière cette affaire. Mais surtout, ce que ça me fait dire, c'est qu'aujourd'hui, cette affaire fait la une des journaux. Il y a 3 ans, avant que le président de la République ne déclare cette cause, grande cause du quinquennat, ça aurait juste été un fait divers. Et je me réjouis que toute la société se saisisse de cette question parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas mettre derrière chaque agresseur un policier pour le surveiller. Donc c'est toute une société, c'est un défi de civilisation. Mais ça veut dire que vous cherchez à comprendre comment on en est arrivé à un classement sans suite. Évidemment qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Par une enquête interne, une évidemment, inspection. Et je peux vous dire que le garde des Sceaux s'est saisi de cette question, que moi je la suis de très très près, parce que aujourd'hui que la parole se libère, que les femmes osent parler, qu'elles osent raconter leur calvaire, leur souffrance, parce qu'il faut rappeler que dans notre pays, quasiment tous les jours, des femmes sont violentées, sont violées, et il est très important qu'elles aient confiance dans nos forces de l'ordre, qu'elles aient confiance dans la justice, qu'elles se sentent entendues, qu'elles se sentent écoutées, parce que accompagnées, ça passe par ça, Elisabeth Moreno, par la politique pénale, par les consignes données au parquet. Si ça ne suit pas alors que c'est une cause du quinquennat, c'est qu'il y a un problème dans la chaîne. Ça passe par la responsabilisation de toute une société. Ça passe par la responsabilisation d'un voisin qui entend une femme crier et qui ne se bouge pas les oreilles mais qui appelle la police. Ça passe par une maîtresse qui voit une mère avec un œil au beurre noir et qui ose prévenir les forces de l'ordre. Ça passe par la famille qui arrête de se taire sur ces sujets parce qu'on sait à quel drame ça peut mener. Ça passe par les 46 mesures du Grenelle qui ont été menées depuis ces 2 dernières années, sur lesquelles 100% ont été engagés et sur lesquelles nous travaillons d'arrache-pied. On n'aura de cesse que quand toute notre société aura compris qu'une femme n'est pas un objet, qu'on ne la tue pas parce qu'elle veut nous quitter et que les femmes sont libres de vivre leur vie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et j'insiste sur le fait que c'est un sujet de civilisation, de changement de culture pour que nous parvenons enfin à faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité dans notre pays. Je veux juste rappeler que tous les ans, il y a plus de 220 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales, plus de 90 000 femmes qui sont violées, qui sont violentées et je me réjouis encore que la presse se saisisse de ces questions et que les femmes parlent et continuent de parler. Alors vous parlez d'un changement de culture, vous êtes également Elisabeth Moreno en charge de l'égalité entre les femmes. Si vous le permettez Sonia, je vais juste rajouter, Madame Mabrouk, je vais juste rajouter que le 3919 est là pour écouter les femmes, que le 114 est une ligne SMS, que arrêtonslesviolences.gouv.fr est également présent. Les femmes aujourd'hui ont plusieurs dispositifs pour fuir le domicile conjugal, y compris pendant la période pandémique. Il n'y a pas besoin de certificat pour quitter le domicile conjugal. Tout ça pour leur dire qu'elles ne sont pas seules évidemment. Et que les associations sont là pour les accompagner et qu'elles font un travail remarquable. Je rappelais que vous étiez en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'en viens à présent au sujet du sexisme. Sexisme dans le journalisme sportif, dénoncé dans le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Portolano sur Canal+. Qu'avez-vous découvert que vous ne sachiez déjà ? J'ai presque envie de dire, je n'ai rien découvert que je ne savais déjà. Je viens du monde de l'entreprise, je connais le sexisme ordinaire. Et finalement, cette affaire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas, sous prétexte que l'on parle d'une personne connue, oublier qu'il y a de parfaits inconnus qui se permettent de traiter les femmes comme rien. Et ça, c'est insupportable. Et là encore, c'est heureux que la parole se libère, que les femmes puissent parler de tout ça. Mais avoir à utiliser le terme salope, vous voyez, rien que le fait d'avoir à dire « je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », ça dit le nombre de fois que les femmes ont dû entendre ça. Et je pense que la société évolue, qu'elle évolue dans le bon sens et que cette libération de la parole est tout à fait bénéfique pour toute notre société, pas que pour les femmes. On ne met pas les mains aux fesses des femmes, bon sang de bonsoir. Et on vous ne dites, les plotte c'est pas. un système, ne pas concentrer toutes les critiques, voire aussi l'ampleur évidemment du phénomène et de cela. Vous savez, si Camille Kouchner n'avait pas écrit son livre,
vivre. On n'aurait pas parlé de l'inceste comme on en parle aujourd'hui. Il a fallu que ce soit quelqu'un de connu. Ça dit aussi que ça concerne toute la société, qu'il n'y a pas de frontières sociales ou géographiques à cette question du sexisme qui tue des rêves, qui tue des vies, qui tue des ambitions. Et nous sommes encore une fois sur le bon chemin. Tout le monde doit s'en saisir, tout le monde doit en parler. On doit avoir des alliés hommes, parce que quand les hommes se taisent... J'allais vous demander, Elisabeth Moreno, parce que libération de la parole, mais est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait parfois un déchaînement, y compris sur les réseaux sociaux, et rappeler aussi qu'il y a une présomption d'innocence tant qu'il n'y a pas de condamnation aussi? Alors, c'est extrêmement important. Mais pourquoi vous ne le rappelez pas aussi? Mais évidemment qu'il faut rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Évidemment qu'il est important de respecter. On est dans un état de droit où on respecte les droits de chaque individu. Maintenant, vous avez vu les images qui ont été diffusées. Moi, j'ai été choquée de voir ce baiser sur un plateau parce qu'on est en direct. Et puis les gens qui applaudissent, on ne se rend même pas compte que ça n'est pas normal. Donc moi, je suis pas dans le blâme, dans la culpabilité. Je suis juste en train de dire qu'on ne traite pas les femmes n'importe comment et qu'il faut que les femmes continuent de parler pour que cette impunité qui a régné jusque maintenant cesse enfin. Et puisqu'on parle de femmes dans le sport, je cite Virginie Fulpin, notre éditorialiste sportive ce matin sur Europe 1, qui a parlé effectivement d'un véritable système auquel il faut évidemment qu'il faut dénoncer et pas l'arbre qui cache la forêt comme vous le dites. Alors Madame la ministre Elisabeth Moreno, vous êtes en charge aussi de la lutte contre les discriminations. Il y a de nombreuses discriminations. Est-ce que dans cette plateforme anti-discrimination dont vous avez la charge, est-ce qu'elle prend en compte aussi les signalements en cas de réunion en non-mixité raciale, comme celle organisée par le syndicat l'UNEF et qui sont interdites aux Blancs? Cette plateforme que nous avons lancée il y a un mois à la demande du président de la République pour lutter contre les discriminations est une plateforme qui, malheureusement, j'ai envie de dire, fonctionne bien. Parce que en un mois, on a eu 10 000 visites sur le site web, 3 000 appels, 650 chats. Le défenseur des droits aujourd'hui relève les différentes causes de discrimination qui remontent, qui sont liées à l'emploi, liées au logement, liées au handicap. Donc, c'est dire combien elle est nécessaire. Après, vous savez, moi, est-ce que parmi ces discriminations, il peut y avoir aussi l'organisation de réunions en non-mixité raciale interdites aux Blancs? Est-ce que ça constitue pour vous une discrimination? Ce que je vois l'UNEF faire aujourd'hui, ça n'est pas ce que je connais de l'UNEF, que moi j'ai découvert quand j'étais étudiante. Quand l'UNEF était la première association étudiante de France, aujourd'hui, elle a 2% des étudiants qui la suivent. L'UNEF qui luttait pour l'émancipation des femmes, pour l'égalité sociale, c'est pas l'UNEF que je retrouve. Est-ce que utiliser les méthodes des personnes racistes pour dénoncer le racisme, c'est la bonne méthode? Non, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut dialoguer. Vous voulez dire que derrière leur combat, il y a du racisme? Non, ce que je veux dire, c'est que elles sont tellement en colère qu'elles estiment qu'il faut exclure. On ne résout pas les problèmes en excluant. On résout les problèmes en dialoguant, en expliquant, en éduquant, en faisant de la pédagogie, mais certainement pas en excluant. Votre collègue Jean-Michel Blanquer, finalement. Madame Moreno va plus loin. Est-ce qu'il a raison de dénoncer les pratiques de ce syndicat, des pratiques, a-t-il dit, qui peuvent mener au fascisme? Non, mais non. Alors, attendez, sachons raison garder. On parle d'une association d'étudiants dans une université qui utilise des méthodes qu'elle choisit, qui à mon avis ne sont pas les plus efficaces pour dénoncer quelque chose. Elles sont illégales ou pas efficaces? Parce que c'est différent. Non, on ne peut pas parler d'illégalité. Des réunions interdites aux Blancs, c'est une discrimination. Je pense que cette association étudiante utilise des méthodes aujourd'hui qui ne sont pas efficaces parce que ça n'est pas en excluant qu'on résoudra les problèmes qu'elles sont en train de dénoncer. Est-ce que parler de privilèges blancs, c'est nourrir une idéologie victimaire? Quand j'ai posé la question à la présidente de l'UNEF, elle s'est présentée comme une femme racisée, non blanche. Est-ce que pour vous, cela participe d'une idéologie victimaire? Vous savez, moi, je ne suis pas née dans ce pays. Je suis née en Afrique. La France m'a accueillie. La France m'a donné la possibilité de m'émanciper, de grandir. Mes parents ne m'ont jamais permis de m'enfermer dans un rôle victimaire, parce que chaque fois que vous vous enfermez dans un rôle victimaire, vous ne cherchez pas les bonnes solutions. Vous n'avez plus la force finalement de vous battre pour sortir des conditions que vous refusez. Donc, par conséquent, moi je pense que ce qu'il est important, c'est de savoir que nous sommes dans un pays où tout le monde a la possibilité de réussir. C'est plus facile pour certains que d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible et je préfère me battre pour que tout le monde ait la chance d'y arriver. Mais est-ce que cette idéologie victimaire, Madame la Ministre, pousse certaines minorités à faire pression, par exemple, pour ne pas célébrer l'anniversaire du bicentenaire de la mort du plus célèbre Français au monde, Napoléon?
Napoléon est un grand homme de l'histoire française. Il a fait énormément de choses pour notre pays et il est reconnu pour cela. Et c'est pour cela que le président de la République le célèbre. Et moi, à la place qui est la mienne, je suis en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis en charge de la diversité et je veux que l'on parle des zones de lumière, mais aussi des zones d'ombre de nos hommes de l'histoire. 2 expositions sont prévues, dont une à la Villette au mois de mai. Elles ne masqueront rien de tout ce qu'il a fait, de son épopée. Ces expositions sont malheureusement sous la pression des indigénistes et des coloniaux. Est-ce qu'il faut lutter et refuser toute pression? Moi, je ne suis pas pour que l'on déboulonne, je ne suis pas pour qu'on gomme l'histoire, je suis pour qu'on la complète et qu'on l'enrichisse. Et que l'on parle de nos hommes, de nos grands hommes de l'histoire, de la bonne manière pour que chacun comprenne ce qu'il y avait à l'époque. Il y aurait une bonne et une mauvaise? Je pense que si on ne couvre pas tout dans l'histoire, eh bien, si on élimine une partie... Mais qui le fait, Madame la Ministre? Parce que quand on lit les livres, quand on voit les expositions, on voit bien que tout y est, ombre et lumière dans cette épopée. Mais vous savez, je crois Parce que là, vous parlez de la période esclavagiste. Je pense que ce qu'il est... Évidemment... qui a été aboli d'ailleurs le 29 mars 1815 mais par le même homme. Absolument, et qui a été rétabli et qui est considéré aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. Donc ce que je vous dis, c'est que je comprends pourquoi le président de la République a décidé de célébrer et d'honorer Napoléon, et je pense qu'il est important pour notre jeunesse de comprendre toute l'histoire, et c'est le chemin que nous sommes en train de prendre, et je m'en réjouis. Le président de la République à ces commémorations. Bah oui, évidemment. Pourquoi je n'y serais pas? Je ne sais pas, je vous pose la question. Vous serez donc très à l'aise. Et pourquoi je ne serais... Encore une fois, c'est un grand homme de l'histoire française, il a fait beaucoup pour notre pays, et ce que je souhaite en tant que ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, en tant que ministre de la diversité et de la promotion de l'égalité des chances, je pense qu'il faut que nous connaissions toute l'histoire. Merci Elisabeth Moreno. Merci de votre invitation. Merci d'avoir été notre invitée. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.